Ça nous arrive souvent de tomber sur des personnes qui avaient le droit, justement, à certaines réductions, à certaines déductions, et qui, par mauvaise déclaration, ont perdu en fait ce gain-là. Justement, il faut bien conserver nos justificatifs pendant 3 ans, puisque le contrôle fiscal, on peut revenir 3 ans en arrière. Si moi j'ai conservé tous ces documents et que je les réouvre tous d'un coup, au moment où je fais ma déclaration de revenus, ça devient extrêmement simple de faire sa déclaration de revenus. Certaines personnes pensent qu'ils sont plafonnés à ces 10 000 € de réduction, mais on peut générer d'autres réductions d'impôts, justement en utilisant la déduction. Bonjour à tous, aujourd'hui dans nos 41 mètres carrés, nous allons vous donner nos conseils pour remplir votre déclaration des revenus, des astuces pour faire des économies et éviter les erreurs. Bonjour Jules, bonjour Jérémy. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aujourd'hui Jules, je prends ta place pour animer cet épisode de 41 mètres carrés. Très bonne chose Aurélie, j'en suis très heureux. Jules, pourquoi est-il important de bien déclarer ses revenus ? Alors déjà, c'est important de bien déclarer ses revenus pour être dans la loi. L'égalité, il faut déclarer ses revenus. Après, c'est aussi une période importante pour faire le bilan, de regarder ce qu'on a gagné, les dépenses, les recettes. Et surtout, c'est très important de bien les déclarer, Aurélie, pour bénéficier de toutes les déductions, les réductions d'impôts auxquelles on a le droit. Donc c'est un moment qui est privilégié, c'est un moment où nous, on accompagne nos clients. Chez Maslow, c'est quelque chose qu'on offre à nos clients dans l'accompagnement client. Pourquoi ? Parce que c'est pour nous un point de passage essentiel dans une vie patrimoniale. Très bien. Jérémy, quelles sont les dates clés de la déclaration des revenus en 2025 ? Alors la date réelle pour l'instant, on ne l'a pas. Ce qu'on sait, c'est que ça sera autour du 10 avril. Donc on vous communiquera la date ultérieurement. Et nous aurons également, donc les avis d'imposition arrivent généralement vers fin juillet 2025. D'accord. Voilà. C'est des dates qui évoluent toujours un petit peu. C'est pour ça que c'est difficile de donner une date aujourd'hui. Après, ce qui est important pour revenir à ta première question, Aurélie, c'est aussi un moment où nous, ça permet aussi aux clients d'ajuster justement leur taux de prélèvement. Et je sais qu'après, toi, Jérémy, tu vas revenir dessus. C'est vrai. Et puis les dates, elles sont différentes en fonction, comme chaque année, en fonction des départements. Donc ça commence au 10 avril généralement. Et puis après, ça va courir jusqu'à fin mai, début juin normalement. D'accord. Voilà. Ok. On va rentrer un peu plus dans le détail, Jérémy. Dans la déclaration, ça paraît, quand on ouvre, quand on se connecte en tout cas sur le service des impôts, ça paraît toujours un petit peu compliqué. Il y a plusieurs rubriques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Alors c'est vrai que ça peut faire un peu usine à gaz. Donc en fait, il y a différentes rubriques, elles sont toutes importantes. On va dire que les premières, c'est notre état civil, notre situation matrimoniale, etc. Nos enfants, ensuite on va parler de nos revenus. Donc nos salaires, etc., ce qu'on va recevoir. Ensuite, on va avoir toutes les déductions et réductions. Donc, exemple, un emploi à domicile, j'ai fait un investissement locatif. Voilà, tout ce qui va pouvoir nous permettre de déduire, voire de réduire notre impôt. Et puis enfin, à la fin, on va retrouver les derniers éléments sur les clients qui pourraient être expatriés, etc. Voilà, donc ça paraît un peu complexe, mais finalement, c'est plutôt bien organisé. Si on suit les différentes étapes, ça va bien, ça se passe bien. C'est hyper important, c'est le début de la déclaration qui est hyper importante, Jérémy, puisque c'est là, en fait, on va venir sélectionner les différents volets qui vont venir s'ouvrir. C'est vrai. Et parfois, on a des clients qui ne vont pas retrouver justement les cases pour déduire un PER, pour déduire une réduction liée à un investissement immobilier, en fait, parce qu'ils n'ont pas coché les bonnes premières cases au départ. Donc pour moi, le plus important dans une déclaration d'impôt, dans une déclaration de revenus, c'est la première page où on doit justement venir cocher ce à quoi on a le droit et ce qu'on doit déclarer. Et c'est là où il faut être le plus vigilant, parce qu'après, en fait, il suffit de lire ce qui est écrit. De toute façon, si on ne retrouve pas la fameuse case, par exemple, je ne sais pas si on doit avoir... on a fait des dons et qu'on ne retrouve pas la case, c'est que forcément, comme tu dis, Jules, sur les rubriques de base, au départ, on a oublié de cocher cette case. Et si on la coche, on va retrouver forcément après la case pour les dons. D'accord. Et si je reprends un peu toutes ces rubriques, est-ce que du coup, cette année, il y a des nouveautés fiscales ? Non, il n'y a pas de grande nouveauté. On a le barème en fait, de l'impôt donc sur le revenu qui augmente de 1,8%. Ça, c'est la grosse nouveauté pour moi. On voit apparaître aussi dans les dons liés aux associations tout ce qui est violence sur les personnes, donc violence dans les domiciles, donc violence faite aux femmes, violence faite aux hommes. Ça, c'est une nouveauté qui rentre dans les déductions. Et à part ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Très bien. On va rentrer un peu plus dans le détail et comment déclarer ces revenus. Quel type de revenus déjà doivent être déclarés ? On connaît plusieurs revenus issus de nos salaires, ça peut être des revenus fonciers et autres.
Si vous pouviez rentrer un peu plus dans le détail. Oui, bien sûr. C'est très clair. On doit tout déclarer à l'administration fiscale. On doit déclarer tout type des revenus salariés, des revenus des bénéfices industriels et commerciaux. On doit déclarer des dividendes. On doit même déclarer des revenus sur lesquels on n'est pas imposé. Typiquement, des revenus que je perçois de l'étranger, où j'ai déjà subi une imposition, je dois quand même les déclarer en France. Donc, pour faire très simple, tout ce que je touche, il faut que ça apparaisse clairement dans ma déclaration de revenus. Ça ne voudra pas dire que je serai imposé dessus, mais en tout cas, il faut que tous mes revenus, je sais qu'on en parle un petit peu après avec toi, Jérémy, mais type Airbnb ou tout ce qui est lié aux ventes de vêtements ou tout ce qui est Uberisation, tout ça, ça doit apparaître dans ma déclaration de revenus. Donc déjà, pour bien préparer sa déclaration de revenus, le premier bon conseil, avant de commencer à s'exciter comme ça sur son ordinateur à vite déclarer, il faut que moi, je puisse faire le point de ce que j'ai touché, d'où ça provient, combien j'ai touché, qu'est-ce que j'ai versé aux associations, qu'est-ce que j'ai versé à ma femme de ménage, qu'est-ce que mon enfant a le droit à quoi, etc. Et là, une fois que j'ai tout ça, là, je peux commencer correctement ma déclaration de revenus. D'accord. Jérémy, si tu pouvais rentrer un peu plus en détail sur tout ce qui est revenus Airbnb, Vinted. Ah oui. Ok. Alors, si on parle du Airbnb, donc la location courte durée, donc voilà ça nous permet, en fait, faut qu'on déclare, comme disait Jules, en fait, on reçoit des loyers, donc on va déclarer. Donc c'est, dans un premier temps, si c'est ma résidence principale, généralement, on a le droit jusqu'à 120 jours pour ne pas être imposé sur les recettes que je reçois. Donc voilà. Ensuite, si ce n'est pas ma résidence principale et que c'est du locatif, eh bien dans ce cas-là, je vais, quoi qu'il arrive, déclarer mes revenus. Et puis après, donc en fonction de ma déclaration, soit je vais choisir de déclarer, par exemple, au régime réel. Donc on en reparlera un petit peu après, mais c'est d'un côté, je déclare mes recettes, mes loyers. De l'autre côté, je vais pouvoir déclarer toutes mes charges. Voilà. Et ensuite, eh bien, soit je me mets sur le régime micro-BIC. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais pouvoir avoir un abattement sur mes revenus. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, il va falloir les déclarer. Donc ça, c'est Airbnb. Tu m'as parlé également de Vinted. Vinted, oui. Exactement. Donc c'est vrai qu'on peut tous avoir envie de vendre nos vêtements. Donc c'est bien, ça met du beurre dans les épinards. En revanche, au niveau de la déclaration, les recettes, on estime qu'il faut à peu près 30 transactions. Au-delà de 30 transactions, c'est du chiffre qu'il va falloir déclarer, soit l'équivalent de 3 000 €. Voilà. De toute manière, les plateformes vont communiquer les informations directement au centre des impôts. Ça, c'est assez bien fait, puisque maintenant, les plateformes transmettent directement à leurs clients le montant de leur déclaration, et certaines plateformes expliquent même où il faut le déclarer et comment est-ce qu'il faut le déclarer. Ouais. Et je rappelle que ce n'est pas parce qu'on déclare quelque chose qu'on est imposé dessus. L'important, c'est de déclarer le montant que la plateforme ou que nous, on a calculé. Et après, ça n'ouvrira pas forcément droit à une imposition sur le sujet. Même si ce montant, il est en dessous du plafond. Oui. Ouais. D'accord. Et ensuite, tu as, par exemple, je suis chauffeur Uber, eh bien, c'est du chiffre d'affaires. Donc là, évidemment, eh bien, il va falloir le déclarer. Donc, je suis auto-entrepreneur et donc, soit ça peut être du BNC ou soit des revenus BIC. Tout dépend du statut auquel j'ai opté. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que le changement d'une situation personnelle, ça peut engendrer un impact sur la déclaration de ces différents revenus ? Bien sûr, c'est un impact sur plusieurs choses. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle changement de situation personnelle, Aurélie, mais on peut se dire que tout événement de la vie a un impact sur notre déclaration de revenus, que ce soit mariage, divorce, naissance ou décès. Pourquoi est-ce que ça a un impact ? Parce que ça va avoir un impact sur notre nombre de parts fiscales, et notre nombre de parts fiscales va déterminer le montant de notre imposition. Donc en fait, en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans mon foyer, je vais avoir un montant d'impôt à payer en face. Donc c'est extrêmement important, c'est même des choses on n'est pas obligé d'attendre cette période de déclaration de revenus, c'est des choses qu'on peut anticiper. On peut anticiper une naissance, en tout cas faire évoluer son taux de prélèvement pour qu'il colle exactement justement à ce que moi je dois à l'État. Et donc ça, c'est vrai que tout ce qui est déclaration de revenus en ligne et prélèvement à la source, je trouve que ça a permis une plus grande souplesse sur l'ajustement de l'impôt et ce qu'on devait payer. D'accord. Et du coup, en sens inverse, il y aura aussi un impact au moment où potentiellement on a un enfant qui sort du foyer fiscal ou un divorce. Tout changement a un impact. Lorsque je divorce, lorsque j'ai un de mes enfants qui sort de mon foyer fiscal, dans ce cas-là, je perds sa part ou sa demi-part qui lui était associée, ce qui veut dire que l'impôt que j'aurai à payer sera plus élevé. Alors je sais que les gens, l'année dernière, n'avaient pas aimé quand on avait comparé les enfants à des gains fiscaux. C'est la réalité des choses, c'est que
Quand j'ai des enfants, forcément, j'ai plus de charges. Donc, vu que j'ai plus de charges pour les éduquer, pour les nourrir, etc., c'est un avantage fiscal que j'ai. Et c'est la même logique. Quand j'ai plus cette charge, c'est normal que je dois payer plus d'impôts. Donc, c'est tout à fait logique. Et voilà. D'accord. Donc, ça a en effet un impact. Les divorces aussi, Aurélie, comme les PACS, comme les mariages. D'accord. Et je reviens, Jérémy, sur cette partie-là que tu avais évoquée l'année dernière. Comment on peut justement décider parce qu'il y a un âge limite, mais de conserver ou non ses enfants dans son foyer fiscal, et notamment s'ils ont communément un peu des jobs d'été, Oui. ou alors parce qu'ils sont alternants? Déjà, il faut faire la simulation. Est-ce qu'il y a un intérêt à le garder, à le conserver dans mon C'est clair. foyer ou pas? Parce que parfois, très souvent, il y a un intérêt, mais parfois, ça peut être peut-être plus pertinent de sortir son enfant du foyer fiscal et puis de déclarer une pension ou autre à son enfant. Donc, il faut faire la simulation entre les deux. Soit je le conserve, soit je le sors. Après, il y a différents cas de figure, hein. Le premier cas de figure, c'est par exemple, mon enfant est en contrat d'alternance, donc un contrat d'apprentissage. Et donc là, je vais avoir un avantage fiscal, en fait, un abattement qui correspond à 12 fois le SMIC. Voilà, donc ça veut dire D'accord. qu'en fait, je vais déclarer au niveau de l'administration fiscale les revenus de mon enfant uniquement sur les revenus qui dépassent les 12 fois le SMIC. Mensuel. Hein. Ouais, exactement, pardon, oui. La deuxième chose, c'est le contrat de professionnalisation. Donc là, il n'y a malheureusement aucun avantage fiscal, c'est-à-dire que mon enfant gagne 12 fois le SMIC ou moins ou plus. Et bien dans ce cas-là, on va déclarer la totalité, il n'y a pas d'avantage ni d'abattement. En fait, ce qui est important, pardon Jérémy, mais ce qui est important de comprendre dans le fait de garder son enfant ou non, dans tous les cas, les parents, ils vont aider leurs enfants. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si on le conserve dans mon foyer fiscal en intégrant ses revenus. Est-ce que ça va générer plus d'impôts pour le foyer au global, ou est-ce que c'est plus intéressant de le sortir et donc de perdre sa part ou sa demi-part et que lui paye ses impôts de son côté? Et en fait, la simulation, c'est ce que tu as très bien dit. Il faut simuler les deux situations et regarder dans quel cas le cumul des deux impôts est supérieur ou inférieur. Et c'est ça qui dictera la décision des parents avec l'enfant. Exactement. Et le troisième cas de figure qu'on retrouve très souvent, c'est le job d'été. Donc là, je vais avoir un abattement sur mes revenus, donc de 3 fois le SMIC mensuel. D'accord. Voilà. Et donc, je vais déclarer uniquement ce qu'il y a au-delà du 3 fois le SMIC mensuel. Voilà. Donc, on peut parfois faire l'erreur de déclarer la totalité des revenus du job étudiant. Or, non. Il faut vraiment déclarer uniquement ce qui dépasse 3 fois le montant du SMIC. Ou pareil pour le contrat d'apprentissage avec le 12 fois le SMIC. Et là, c'est hyper important parce que, oui, on peut faire des calculs, mais c'est quand même des simulations qui sont compliquées. Il y a des plafonds à respecter. C'est là où, pour moi, il est essentiel de se faire accompagner au moment des déclarations de revenus. C'est essentiel de prendre conseil auprès de quelqu'un. C'est pour ça que nous, c'est une période qui est extrêmement importante avec nos clients, parce que c'est là où on va justement valider ou définir des stratégies patrimoniales, justement en lien avec leurs objectifs. Et c'est aussi là où nous, on peut exprimer notre savoir, notre professionnalisme et donner ces conseils-là aux gens. D'accord. Jules, je reprends ta phrase de tout à l'heure. On déclare tout type de revenus, quels qu'ils soient, hein, que ce soit nos revenus salariés, revenus de vente qu'on a pu faire personnels et ou revenus fonciers. Ça peut entraîner, tu l'évoquais tout à l'heure, pas forcément de l'impôt, et parfois même ça peut entraîner une réduction, voire une déduction. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence entre la réduction et la déduction d'impôt? Oui, bien sûr. Très bonne question, Aurélie. Alors, déjà, déduction ou réduction, la finalité, c'est la même, c'est que ça provoque une réduction d'impôt. Sauf que ce n'est pas calculé de la même manière. Les réductions, c'est très simple, on en parle un peu après. La réduction d'impôt, elle est plafonnée à 10 000 euros par an. Donc, au maximum, je peux avoir 10 000 euros de réduction d'impôt. La déduction, c'est différent. La déduction, c'est on vient déduire en fait le montant qu'on a versé. La déduction, là, on la rencontre la plus souvent, c'est sur les contrats retraite. PER, PERP, anciennement, ou Madelin, où en fait, je viens déduire un montant, donc je viens déduire mes cotisations de mon revenu imposable. Imaginons, je gagne 50 000 euros, mes impôts vont être calculés sur 50 000 euros. Si j'ai versé 10 000 euros, je vais déduire donc 10 000 euros de mon revenu imposable, qui est de 50 000 euros, et mes impôts vont être calculés sur mon nouveau revenu, 40 000 euros. Et donc ça va me provoquer une réduction d'impôt. Mais c'est extrêmement important parce qu'en fait, on peut jouer sur les deux. Et c'est surtout, certaines personnes pensent qu'ils sont plafonnés à ces 10 000 euros de réduction,
mais on peut générer d'autres réductions d'impôts, justement en utilisant la déduction. Donc, important d'utiliser les deux familles pour réduire son impôt. D'accord. Et en plus de ça, donc il y a d'autres frais aussi qu'on peut réduire. Vous avez tout à l'heure évoqué les dons. Quels d'autres types de frais on peut venir déduire de ces revenus? Alors, tu as la possibilité, quand tu vas déclarer tes revenus, eh bien, automatiquement, on va te proposer l'abattement des 10%. Voilà, donc ce qui est le plus simple. Parfois, ce qui n'est pas forcément le plus pertinent, et donc il peut être plus opportun de se déclarer ce qu'on appelle aux frais réels. C'est-à-dire que soit je déclare plus de frais et ça représente plus de 10% de mes revenus, et dans ce cas-là, je vais me déclarer aux frais réels. Voilà, ou soit, en fait, si j'habite à côté de mon travail, etc., eh bien, je vais prendre le 10%. Donc là, encore une fois, ça va être une simulation que je vais faire sur ImpôGouv pour voir ce qui me paraît le plus pertinent, le plus intéressant pour moi, en sachant qu'en plus, on a l'avantage, c'est que chaque année, je peux changer en fonction, soit je suis au 10% cette année, puis l'année prochaine, je peux mettre aux frais réels, je fais ce que je veux. En fait, ces 10%, c'est assez surprenant. C'est l'État qui nous accorde cette réduction de 10% pour couvrir les dépenses qui sont liées à nos déplacements professionnels. Oui. Je vais de ma maison jusque chez moi. Voilà, ça m'a coûté en effet tant d'essence, tant de péage. Donc en fait, automatiquement, on vient abattre 10% de nos revenus. Et c'est marrant puisqu'on retrouve aussi, par exemple, chez toutes les personnes retraitées, alors qu'elles n'ont plus ces frais-là, mais elles bénéficient quand même de ces 10% de réduction. Là où Jérémy a raison, c'est qu'à partir du moment où je fais beaucoup de kilomètres, où j'engage beaucoup de frais professionnels, c'est souvent plus intéressant de passer en frais réels, puisque l'enveloppe, elle est supérieure aux 10%. Bien sûr. Donc ça nous permet d'avoir une plus grosse réduction de son revenu imposable. D'accord. Le plus simple, en fait, pour conclure, le plus simple, c'est bien sûr les 10%, mais parfois, ça peut être plus intéressant de se mettre aux frais réels, c'est un calcul à faire, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres dépenses qui ouvrent droit à des réductions et des crédits d'impôt? Bien sûr, on en retrouve plein. Hein. Tout ce qui est emploi à domicile, travaux de rénovation, énergétique, les dons aux associations. Tout ça, en fait, ça ouvre droit à des crédits d'impôt et donc qui sont toujours dans le plafonnement de ces 10 000 € de réduction. D'accord. Et on en parlait, je rebondis aussi, on parlait justement, tiens, je garde mon enfant ou mes enfants dans mon foyer fiscal et puis à un moment donné, je me pose la question de le sortir de mon foyer fiscal et puis j'aide quand même mon enfant parce que il n'a pas assez de revenus pour subvenir à ses besoins. Eh bien, là aussi, je peux déduire en fait des pensions. Donc, ça va me permettre en fait de payer moins d'impôts. Donc, il y a ça. Soit ça peut être donc bien sûr mon enfant majeur qui vit chez moi ou qui ne vit plus chez moi. Donc, en fonction, en fait, il y a certains plafonds. Donc là, il faut regarder également sur ImpôGouv pour voir au niveau des plafonds. Ça peut être donc par exemple mon enfant étudiant, mais du coup, donc je verse une pension, ça peut être plus pertinent de le sortir du foyer fiscal et donc de déclarer en fait ce que je paye pour lui. Mais il vit toujours à la maison. Ça peut être aussi le cas où il a son propre appartement avec un bail à son nom. Et donc là, ça peut être opportun aussi de sortir du foyer fiscal et de déclarer l'école, la nourriture que je paye pour lui, pardon. Après, on a aussi les pensions, donc quand on aide nos ascendants, que ce soit nos parents, nos grands-parents. Voilà, donc il y a plein de choses en fait qu'on peut déduire de nos impôts. Ça, c'est pour les enfants majeurs ou plutôt grands. Ce qu'il faut savoir, c'est par exemple pour la garde d'enfants, on a aussi une aide là-dessus. Donc c'est plafonné à 50% de 3 500 € de dépenses. C'est-à-dire que si mon enfant a moins de 6 ans, d'accord, j'ai le droit de déduire 50% au maximum de 3 500 € de dépenses. J'ai aussi, si mes enfants sont au collège, j'ai le droit à 61 €, au lycée 152 €, et en enseignement supérieur, je crois que c'est 183 €. Donc ça, pareil, c'est des choses qui sont assez faciles à faire. Mais qu'on a tendance à oublier. Et si, pareil, on ne coche pas ces cases déduction, réduction ou don, en fait, on ne les voit jamais apparaître en ligne. Et donc, du coup, on se dit qu'on n'a pas le droit à ça. Mais donc, si on n'est pas accompagné pour sa déclaration, ça peut être un petit peu compliqué de même pas y penser, en fait, qu'on a le droit à ces réductions. Exactement. On le voit régulièrement hein, chaque année quand on aide nos clients sur les déclarations de revenus, où en effet, tu parlais de l'enfant au collège ou au lycée, où la case sur l'année précédente, elle n'était pas cochée. En fait, parce que notre client avait oublié de la cocher. Donc oui, il y a plein de petites choses à penser. Ce qui nous paraît simple pour nous peut parfois peut-être être compliqué pour nos clients. Oui, après, il y a tout ce qui est dons aux associations.
Donc là, il y a 2 types d'associations. Soit ça ouvre droit à une réduction de 66%, soit 75%, dans la limite de 2 000 €, d'accord, et plafonné à 20% du revenu imposable. Ça, pareil, c'est des choses... souvent, on a vite tendance à pouvoir donner à une association, à une autre association et une autre association. Et ça, c'est quelque chose que l'État français encourage. Donc, autant en profiter. Quand j'ai été généreux, quand j'ai souhaité aider quelqu'un ou une association qui me tenait à cœur, autant en bénéficier sur sa déclaration de revenus. Et en fait, je rejoins encore une fois ce que disait Jules tout à l'heure, on revient toujours sur ces fameuses rubriques, mais l'année dernière, on en parlait tout le temps. C'est clair. Et c'est là où, justement, en fait, comme disait Jules, c'est avant de me mettre devant mon écran pour préparer ma déclaration de de tout revenus. exciter, là, comme une puce, Voilà. faire le point. J'ai tout sous les yeux, j'ai mes salaires, bon là, normalement, mais pareil, vérifier, parce que notre employeur communique les informations à ImpôtsGouv, à l'État, pardon, mais parfois, il peut y avoir des erreurs. Donc, je peux aussi corriger ce montant, mais aussi, tiens, je sais que j'ai la case collège, lycée, j'ai fait des dons, et une fois que j'ai tous les éléments, eh bien là, je peux me mettre sur ma déclaration de revenus. Et ça, c'est pareil. En général, on parlait tout à l'heure de la plateforme Vinted ou Uber ou d'autres plateformes de vente en ligne qui envoient justement les données dont on a besoin. Toutes les associations les envoient aussi. Tout ce qui est entreprise d'aide à domicile envoie aussi le montant qu'on doit déclarer, le gain qu'on a là-dessus. Donc en fait, à partir d'un certain moment, il suffit juste d'être hyper attentif sur les documents qu'on va recevoir, puisque en fait, les entreprises sont obligées de nous envoyer ces informations. Donc si moi j'ai conservé tous ces documents et que je les réouvre tous d'un coup, au moment où je fais ma déclaration de revenus, ça devient extrêmement simple de faire sa déclaration de revenus. Puisqu'on va même indiquer, on parlait tout à l'heure de l'épargne retraite, donc tout ce qui est PER, PERP ou Madelin. Donc là, c'est des compagnies d'assurance ou des banques qui nous envoient justement ces documents. Et c'est très simple. Ils nous disent, vous avez un PERP, c'est la ligne 6 RS. Par exemple, si vous avez plus un PERP, parce que c'est plus d'actualité, mais un PER, dans ce cas-là, c'est la ligne 6 NS. Et en fait, il suffit juste d'avoir ce document, d'arriver au début de sa déclaration de revenus, de dire, voilà, moi j'ai une déduction PER à faire, et automatiquement, la ligne 6 NS va s'ouvrir. Donc c'est quand même plutôt, je trouve, c'est de mieux en mieux fait. Et il y a un vrai effort de simplification, je trouve, de l'État français sur le sujet. Oui, en fait, ce qui est plutôt anxiogène parfois chez les contribuables, c'est justement la non-préparation en fait, de sa déclaration. Parce qu'à partir du moment où il a tout, même pour nous, quand on aide nos clients, on a quand même cette exigence avant de se mettre devant l'écran avec eux pour les aider, eh bien, il faut qu'on ait tous les éléments. Sinon, ça va être très compliqué. Sinon, c'est impossible. L'usine à gaz. Ouais. Okay. Et après, pour terminer sur cette partie-là, on retrouve aussi dans cette partie réduction d'impôt, donc là, cette fois, qui est limitée à 12 000 €, donc la réduction 50%, donc c'est 6 000 € au maximum, tout ce qui va être aide à domicile, nounou, femme de ménage, jardinier. On a aussi tout ce qui est informatique. Donc, par exemple, j'ai fait venir quelqu'un chez moi pour installer mon imprimante, etc., etc. Ça, j'ai le droit de venir le réduire, ça m'ouvre droit à une réduction d'impôt. Donc, il faut regarder tout ce qu'on a pu engager comme dépenses, soit pour garder nos enfants, soit pour rénover notre maison, soit pour valoriser notre maison, on parlait de jardinage, soit pour équiper technologiquement notre maison. Ok, donc en fait, bien optimiser sa déclaration pour réduire ses impôts, c'est avant tout bien la préparer. Oui. Et se rappeler sur toute l'année précédente, toutes les dépenses qu'on a pu faire au quotidien et qui potentiellement peuvent être... Oui, exactement. C'est être clair sur tout ce qu'on a engagé comme frais, à quel moment on a pu le faire. Et il faut aussi anticiper des dépenses qu'on peut avoir ou des changements. On en parlait tout à l'heure. Une naissance, il ne faut pas que j'oublie, tiens, à ce moment-là, de le déclarer dans mon espace impôt.gouv, parce que comme ça, je vais pouvoir justement modifier mon taux de prélèvement. Si je modifie mon taux de prélèvement, du coup, je n'aurai pas un supplément d'impôt à payer trop important, ou je vais tout de suite baisser mon impôt à payer. Donc, l'État ne va pas attendre 6 mois ou 8 mois pour me verser en fait ce que j'aurais dû me verser. Donc, souvent, on dit que l'État conserve notre impôt et qu'il nous le rend après. Si on est bien organisé, c'est faux. Si on est bien organisé, on est capable de toucher tout de suite en fonction de nos changements de vie. Ok.
On va donc du coup là rentrer un peu plus dans le détail et toute l'aide que peut apporter Maslow.imo. Donc ça va être toute la partie, on va se focaliser un peu sur tout ce qui est revenus fonciers. Pour 2025, quelle est la fiscalité des revenus locatifs ? Alors ça, c'est vraiment la partie de Jérémy, donc je vais laisser nous le présenter. En plus, ça a changé. Ouais, Donc c'est pour ça qu'il y a je pense que c'est dur, quand même très dur à résumer. Je vais essayer d'être concis et plutôt simple. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que donc tu as des revenus locatifs. Donc revenus locatifs, tu as un bien qui t'apporte des loyers. Ce bien-là, déjà, la première chose, c'est est-ce que c'est un bien que tu loues nu ou est-ce que c'est un bien que tu loues meublé, d'accord ? Si c'est du nu, c'est ce qu'on appelle des revenus fonciers. Soit tu loues meublé, dans ce cas-là, ce sera des revenus BIC, donc BIC, et qu'on appelle aussi LMNP. Revenus fonciers, important, c'est des revenus qui sont quasiment les plus imposés en France. Oui. Puisqu'on va prendre notre tranche marginale d'imposition. Donc on sait qu'en France, on en a plusieurs. On a 0%, 11%, 30%, 41% et 45%. On prend notre tranche la plus haute, donc imaginons 30%, qui est à peu près la moyenne chez les Français. C'est des revenus qui vont environ de 25 000 euros à 85 000 euros pour une personne. Donc je prends ces 30% et je rajoute tout ce qui est prélèvements sociaux, CSG, CRDS, donc 17,2%. C'est-à-dire que je vais être imposé à 47,2% sur ces revenus-là. Ouais. Donc c'est une imposition qui est forte. Donc une imposition qui est forte. Alors, heureusement, tu ne vas pas être imposé dès le premier euro sur tes loyers. C'est-à-dire que, comme je disais, par exemple, si on parle des revenus fonciers, tu vas donc soit choisir de faire ce qu'on appelle du microfoncier, ou soit du régime réel. Microfoncier, c'est tu ne vas pas te prendre la tête à déclarer tes recettes et tes charges, donc toutes les charges qui sont liées à ton appartement ou ta maison. Il faut bien sûr que tes revenus soient inférieurs à 15 000 euros. Et donc là, tu vas pouvoir déclarer simplement le montant des loyers hors charge sur 12 mois dans une case. Et par défaut, tu vas avoir un abattement de 30%. Donc tu vas être imposé, comme disait Jules, donc ta tranche marginale d'imposition, donc exemple 30%, plus 17,2% de CSG, d'accord, mais uniquement sur le résultat après l'abattement. L'abattement des 30%. Voilà. Deuxième possibilité, tu as pas mal de charges, tu as un crédit, donc des intérêts d'emprunt, une assurance, tu as fait quelques travaux, des frais de gestion, bref, pas mal de charges. Et donc là, tu peux faire le choix de te mettre au régime réel. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire un tableau avec d'un côté les plus, les recettes, de l'autre côté les moins. Et l'avantage, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir déduire toutes tes charges. Et l'objectif, eh bien, c'est d'être soit à zéro, puisque si tu es à zéro, ça veut dire que tu ne payes pas d'impôt et pas de CSG, soit tu es en négatif, et ce qui est très très bien, parce que négatif, c'est-à-dire pas d'impôt, pas de CSG non plus. Et ce qui est en négatif, ce qu'on appelle le déficit, c'est là où ça devient un peu complexe, mais je vais faire simple, essayer en tout cas, ce déficit foncier, eh bien, il va être reportable et on va pouvoir l'utiliser pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, à l'année 5, en année 5, j'en ai besoin, eh bien, je vais pouvoir aller piocher dans l'enveloppe du déficit foncier. Voilà, donc ça, c'est pour les revenus fonciers. Donc, microfoncier, on rappelle, donc 30% d'abattement, ou régime réel, et là, je déclare réellement eh bien, les plus et les moins. Dans les moins, donc, ce que tu appelles les charges, hein, Oui. Ça inclut aussi tout ce qui est travaux qu'on a pu réaliser sur un bien locatif ? Exactement, voilà, donc les travaux. Donc, il y a des travaux qui sont, par exemple, les travaux d'agrandissement, etc. C'est des travaux qu'on ne va pas pouvoir déduire. En revanche, donc là, c'est important quand même de se référer à Impôt Gouv pour voir ce qu'on peut déduire ou pas. Donc, tu as les travaux, bien sûr, tu as les charges de copropriété, tu as la taxe foncière. Donc, bien sûr, on enlève aussi la taxe ordures ménagères, puisque si tu la récupères sur ton locataire, tu ne peux pas non plus la déduire de tes charges. Ça serait quand même trop simple. Bref, en gros, pour résumer, tout ce que tu payes sur ton appartement, eh bien, tu vas pouvoir le déduire. Dans le régime réel. Dans le régime réel. Bien sûr, si tu choisis, le microfoncier, là, tu choisis la version simple. Et donc, dans ce cas-là, tu as l'abattement de 30%, point. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on expliquait sur l'abattement des 10%. Exactement. Entre, j'ai pas envie de calculer combien ça me coûte d'essence, ou en tout cas, je sais que ça me coûte moins que 10% de mes revenus, donc je profite de ces 10% d'abattement. Si je pense que ça me coûte plus cher, dans ce cas-là, je vais passer en frais réels. Et c'est exactement la même chose pour l'immobilier, sauf que on a moins de souplesse, parce qu'entre l'abattement des 10% et les frais réels, ce dont on parlait tout à l'heure, là, on peut changer à n'importe quel moment, année après année. C'est pas la même chose, Jérémy, pour l'immobilier. Non, c'est pas le cas. C'est en fait, sur le régime réel, tu es obligé de le faire pendant 3 ans. D'accord. Voilà.
Mais c'est encore une fois, en fait, il y a des mots-clés qui ressortent sur notre podcast. C'est encore une fois simulation, où là, pareil, tu fais une simulation. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour toi, le régime réel ou le microfoncier? Oui, en soi, il n'y a pas de... Important de simuler, Jérémy. Il est important. En Et fait, ouais, il n'y a pas bien de simulé. régime particulier où se dire le régime réel est mieux que le régime du microfoncier. C'est vraiment, ça dépend de la situation, ça dépend du bien, ça dépend de ce qui est intéressant ou pas pour nous. Oui, tu vois, j'hésite, mais oui, quand même, sur les revenus fonciers sur le nu. En revanche, maintenant, et c'est une très belle transition, Aurélie, on va parler maintenant des revenus meublés, donc le LMNP. Donc là, tu as, un exemple, un appartement, tu l'as meublé, eh bien, ce ne sont pas des revenus de même nature que les revenus fonciers, donc les revenus BIC. Et là, pareil, tu vas pouvoir choisir de faire donc du micro, donc micro-BIC, BIC, ou du régime réel. Le micro-BIC, tu vas avoir un abattement. Alors là, il y a la loi de finances qui est venue changer pas mal de choses, la loi de finances 2025 qui change des choses aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est que si c'est un meublé qui a le label tourisme, eh bien là, tu avais avant, l'année dernière, par exemple, tu avais un abattement, si tu étais au régime micro, tu avais un abattement de 71%. Aujourd'hui, cet abattement, il est à 50%. C'est-à-dire que tu ne veux pas te prendre la tête à déclarer tes charges ou tu n'en as pas trop. Dans ce cas-là, tu déclares tes loyers et donc si tu as ce label tourisme, eh bien tu vas avoir un abattement maintenant de 50%. D'accord ? C'est rétroactif, hein, c'est pas uniquement. Parfois, on nous pose la question, est-ce que ça concerne aussi les gens qui ont déjà investi, qui ont fait des investissements l'année dernière ou l'année d'avant ? Oui, ça concerne tout le monde. Que tu investisses aujourd'hui, maintenant ou hier, c'est la même chose, d'accord ? Donc 50%. Et donc, si tu n'es pas catégorisé tourisme, eh bien avant, tu avais un abattement de 50% sur le micro-BIC et maintenant, cet abattement, c'est 30%. Donc ça baisse. Donc l'avantage, tu ne te prends pas la tête. Si tu as très peu de charges, ça peut être pourquoi pas intéressant. Et pourquoi pas parce que c'est là où ça change par rapport aux revenus fonciers, c'est que sur les revenus BIC, tu vas pouvoir le faire au régime réel. Donc là, il va falloir que tu passes par un comptable. Pourquoi ? Parce que tu vas déclarer tes recettes, donc tes loyers d'un côté, les charges de l'autre. Mais ce qui est génial dans les charges, c'est que tu vas pouvoir intégrer les amortissements, c'est-à-dire l'amortissement des murs pendant à peu près 25-30 ans, et puis l'amortissement de ton mobilier pendant 5-10 ans. Donc, tu me posais la question, est-ce que parfois ça peut être intéressant ça dépend de la situation. Oui, ça dépend de la situation, mais surtout, ça dépend aussi est-ce que tu fais du nu ou du meublé. Et si tu fais du meublé, très souvent, il est quand même plus opportun, sauf dans certains cas exceptionnels, mais il peut être plus important de faire plutôt du régime réel que du micro. Ça, c'est clair. Voilà, j'espère avoir été simple. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que déjà, il y a de la grosse différence, c'est de savoir si je loue mon logement nu ou si je le loue meublé. Et c'est là où il va y avoir une vraie différence. Si je le loue nu ou meublé, pareil, à chaque fois, c'est la même chose. Soit il y a un régime avec un taux et un abattement qui est propre. Ouais. Et si j'estime que moi, j'ai dépensé plus ou que j'ai engagé plus de dépenses qui va me générer plus de déficit, dans ce cas-là, c'est à moi de prouver que j'ai généré plus que l'abattement qu'on me donne. Donc c'est là où c'est hyper important de conserver toutes ces factures, toutes les dépenses liées aux travaux, ou une rénovation énergétique, typiquement, puisque tout ça, c'est des justificatifs qu'on va nous demander. Donc pareil... Vas-y, pardon. Non, vas-y. Et je rebondis, on parle là des revenus, des loyers, mais on parle aussi, quand tu dis justificatif, justement, il faut bien conserver nos justificatifs pendant 3 ans, hein, puisque le contrôle fiscal, on peut revenir 3 ans en arrière. On parlait, j'aide mon enfant, etc., sur le loyer. Eh bien, en cas de contrôle, je veux déduire cette pension. Eh bien, dans ce cas-là, en cas de contrôle, il faudra que je justifie de ce montant. Donc, sur les pensions, sur les dons, bien évidemment, et puis également sur les revenus locatifs, avec les charges. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs fiscaux qui peuvent être en plus du meublé, donc déjà une différenciation entre le nu et le meublé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs fiscaux ? Alors, tu vas avoir des dispositifs fiscaux, mais qu'on va retrouver soit dans le meublé ou soit dans le nu. Par exemple, donc le LMNP, on en a parlé. Tu peux faire... on avait l'année dernière la loi Pinel. Voilà, l'année dernière, on avait jusqu'au 31 décembre 2024, on pouvait encore faire de la Pinel. Hein, donc, ça nous apportait une réduction d'impôt. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Par contre, il va falloir les déclarer. D'accord ? Donc, on accompagnera l'investissement Pinel, l'investissement était plafonné à 300 000 euros. Et donc, on avait une réduction maximale de 6 000 euros par an. Et ces 6 000 euros, ils rentraient
dans le plafonnement des niches fiscales des 10 000 Des euros. réductions. Donc c'est pareil, dans ces réductions, dans cette grande famille de réductions, on a tout ce qui peut être dépenses, on a vu, liées à la garde des enfants, l'entretien de la maison, rénovation énergétique, mais aussi ce qui est lié à l'investissement immobilier. Oui. Puisque on a cette grosse famille des 10 000 euros. Et en dehors de cette famille de 10 000 euros, on a tout ce qui est déduction, avec principalement tout ce qui est versement pour les retraites par capitalisation, PER aujourd'hui, PERP et Madelin précédemment. Après, tu as aussi d'autres dispositifs. Si je parle toujours de l'immobilier, tu as le dispositif de Normandie qui existe toujours, qui te permet en gros, tu achètes un bien immobilier ancien qu'on va remettre totalement à neuf et ça va te permettre d'avoir une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 21% sur 12 ans. Donc, c'est pas négligeable. Donc, tu as ce dispositif. On a parlé du LMNP en amortissement. Alors, attention au LMNP en amortissement, puisque la loi de finances que j'évoquais tout à l'heure, sur le LMNP hors résidence étudiante, sur le marché résidence de service étudiant et résidence senior, eh bien, l'amortissement qu'on a intégré chaque année, en cas de revente, sera réintégré dans la plus-value. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est la nouveauté cette année. C'est une très grosse nouveauté qui change beaucoup dans ce qui est investissement meublé géré, d'accord ? Puisqu'on va devoir justement réintégrer toutes ces dépenses-là dans le calcul de la plus-value, et ça vient totalement modifier le monde de l'investissement meublé. En fait, le LMNP, le meublé, comme tu dis, le LMNP, tout le monde veut en faire, tout le monde voulait en faire. Sauf qu'en fait, le marché, ça bloquait le marché pour des gens comme vous et moi qui voulaient louer un appartement et qui n'avaient pas forcément envie d'avoir des meubles, en fait, puisqu'on a nos propres meubles. Donc, l'État a remis, à fermer un petit peu les vannes. Donc, uniquement, on les laisse réglementer. Donc, on laisse en revanche, ces vannes sont ouvertes, entre guillemets, sur le marché étudiant. Et je précise, c'est uniquement sur les résidences de service. C'est-à-dire que tu achètes un appartement, tu meubles et tu mets un étudiant. Ça ne fonctionne pas. Il suffit plus d'acheter un appartement, d'aller chez Ikea, mettre 1 lit, 3 couverts et 2 torchons pour être assimilé à la location gérée pour étudiants. C'est un marché qui est réglementé, il faut offrir des services aux étudiants, il faut... c'est ça, exactement. Donc, non, je t'en prie. Résidence de service, donc soit dédiée aux étudiants, soit résidence senior. Sinon, tout le reste, que ce soit Airbnb, location longue durée, demain j'ai un appartement, je loge Jules dans mon appartement meublé, eh bien, super, j'aurai donc mes revenus LMNP, sauf que à la revente, eh bien, l'amortissement donc, que j'aurais reçu sur les murs et sur le mobilier sera réintégré dans le calcul de ma plus-value. Donc, ça peut être, ça aura un impact énorme. Voilà. Ça a un impact énorme qu'on ne mesure pas encore, parce que pour l'instant, on est plutôt en train de se calculer notre taux de rendement. Alors, ce sera l'occasion d'en parler sur un autre podcast. Mais en tout cas, ça vient vraiment modifier le monde de l'investissement meublé. Je trouve cette loi de réintégrer tout ça dans le calcul de la plus-value. Et je pense avoir fait le tour. Après, il y a d'autres dispositifs, Malraux, monuments historiques, mais là, encore une fois, je pense qu'il faut bien se faire accompagner. Bien sûr. Voilà. Malraux, monument historique, là, ce qui est intéressant, c'est plutôt justement, c'est le mécanisme dont parlait Jérémy tout à l'heure, c'est de se générer du déficit foncier, donc d'engager beaucoup de travaux sur un investissement, se générer du déficit foncier et pouvoir aller l'imputer, par exemple, sur d'autres biens ou sur d'autres investissements qui nous génèrent du bénéfice foncier. Ouais. Et je vais même faire un petit teasing, Aurélie, c'est qu'il y a certains dispositifs fiscaux qui sont hors du plafond de la niche fiscale. C'est-à-dire qu'en fait, Jules en parlait, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Mais en fait, il y a aussi certains dispositifs qui sortent de ce plafond. Et là, c'est très, très intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. Donc, il faut vraiment être accompagné pour faire sa sûr. déclaration correctement, parce que sinon, on n'a même pas connaissance de tous ces dispositifs. Oui, il faut surtout déjà être bien accompagné pour investir correctement. Puisque avant, il suffisait d'acheter un appartement sur le Bon Coin, d'aller chez Ikea, 2 torchons, 3 couverts, 1 lit, et c'était un logement étudiant. Un micro-ondes, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai que l'investissement maintenant et le gain qu'on veut générer plus tard, c'est important d'être accompagné correctement, surtout là-dessus. Ok. En parlant d'accompagnement et de tout ce qui est gestion des biens également, il y a une question qui revient souvent sur nos plateformes concernant les loyers impayés. Est-ce que ces loyers impayés, on peut les déclarer ? Alors oui, mais sous certaines conditions, il faut que tu fasses attention. C'est-à-dire que
ton locataire, en gros, ton locataire n'a pas payé ses loyers, certains loyers. Tu vas pouvoir les déclarer, c'est-à-dire donc, en perte, puisque tu ne les as pas reçus. En revanche, en fait, il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui soit faite. C'est-à-dire, par exemple, si la démarche est toujours en cours pour récupérer l'argent, etc., là, tant que ce n'est pas ferme et définitif, tu ne peux pas déclarer, d'accord, en perte. Je te donne un exemple. Tu as aussi une assurance. Tu as des loyers impayés. L'assurance t'a indemnisé. L'assurance t'indemnise. Donc, on parle des recettes qu'on met dans la case plus. Là, l'indemnisation de l'assurance pour le loyer impayé en fait partie. En revanche, si à un moment donné, vraiment, ce loyer impayé, tu ne l'as jamais récupéré, eh bien là, bien évidemment, tu peux l'intégrer sur ta déclaration, uniquement si tu es au régime réel, hein, puisqu'encore une fois, ça me paraît simple, mais si tu es au régime micro, là, vu que tu déclares aucune charge, tu as ton abattement, donc tu ne déclares pas ça. Okay. D'accord. Mais tu peux bien évidemment l'intégrer, mais sous certaines conditions, et pas dès le début. C'est pas mon locataire n'a pas payé pendant un mois, je me le déclare. Ouais. Parce que, en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que moi, ma procédure, justement, pour recouvrir ce loyer, est arrivée à son terme ou pas? Si je suis encore en procédure avec mon locataire, mon loyer, il n'est ni perdu, ni gagné. Oui. Il est en cours de traitement. Donc ça, en cours de traitement, je peux le déclarer ni en perte, ni en gain. Ouais. Et là, d'où l'intérêt, encore une fois, d'être bien accompagné. Donc là, déjà par un conseiller en gestion de patrimoine, mais aussi par une société de gestion. Parce que si moi, je gère tout seul le bien, c'est là où je ne sais pas trop comment faire. En revanche, si j'ai une société de gestion, eh bien, elle va me fournir un document l'aide à la déclaration chaque année. Et là, automatiquement, en fait, les montants seront indiqués sur les bonnes lignes. Donc là, je ne peux pas me tromper. En fait, s'il faut retenir quelque chose, c'est que tous ceux dans quoi on va investir ou tous ceux par qui on va percevoir de l'argent, d'accord, eux vont nous indiquer exactement ce que je vais devoir déclarer. Que ce soit pour les dons, que ce soit les revenus de mon travail, que ce soit les dividendes que je vais toucher, que ce soit les bitcoins, enfin la plus-value sur mes bitcoins, que ce soit mes revenus locatifs, si je suis accompagné correctement pour ma gestion locative. Toutes ces sociétés, tous ces organismes vont nous fournir, nous, les documents avec les montants exacts et les cases où les déclarer. Donc moi, j'ai vraiment au départ un travail de collecte et surtout de conservation de ces documents. Pas me dire, je ne comprends pas à quoi ça sert, pourquoi les pompiers m'envoient un document, là, c'est pas ça. Il faut bien les conserver et tous les ouvrir et justement se concentrer avant d'être tout excité, cocher sur toutes les cases pour savoir combien est-ce qu'on va payer d'impôts. Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'organisé, Jules. C'est tout moi, l'organisation. C'est tout moi, Jérémy, sachez-le. Ok. Bon, la clé, ça reste quand même d'être bien accompagné Oui. par des conseillers. J'ai l'impression que vous faites ça très bien, Jérémy et Jules, au sein On de essaie. Maslow. On essaie. Et on du se coup, reforme, pardon, excuse-moi Aurélie. chaque année ? C'est qu'en fait, chaque année, ce qui est très important, c'est qu'il y a des petits changements chaque année. Donc, en fait, on se forme et on fait également des formations, puisque c'est mon travail, de reformer également tous nos conseillers chaque année sur les nouveaux... On parlait de la loi de finances 2025. Là, bien évidemment, en fait, il faut que nous, on forme nos conseillers. On a déjà commencé à le faire depuis quelques mois. Et du coup, si cette année, on se rend compte on prend conscience qu'effectivement, il faut être accompagné pour sa déclaration des revenus, on fait appel à toi, Jérémy, ou à toi, Jules, et on a des doutes sur ce qu'on a pu faire les années précédentes, comment on peut faire pour, si on réalise qu'on a commis une erreur sur sa déclaration des revenus ? Eh bien, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Hein. Donc, en fait, il faut que tu vérifies. Donc, ça, encore une fois, accompagnement, tu te fais accompagner, on va vérifier avec toi ta déclaration de revenus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, quand ça s'ouvre, en fait, il y a une date butoir en fonction de ton département. Donc là, tu te rends compte avant la date butoir, tu peux revenir, tu peux corriger tant que tu veux. Une fois que la date butoir, elle est passée, tu ne peux plus revenir dessus. Là, au mois de fin juillet, tu vas recevoir ton avis d'imposition. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir de nouveau corriger, c'est-à-dire revenir sur ta déclaration de revenus jusqu'au 31 décembre. Et si toutefois, tu te rends compte qu'en fait, tu as oublié des choses, que ça soit dans ton intérêt ou pas d'ailleurs, parce que parfois, ça peut être dans ton intérêt, donc il faut bien sûr le dire parce que l'État va te restituer de l'argent s'il y a besoin. Et si ce n'est pas dans ton intérêt, d'autant plus... Enfin, là, il faut vraiment aussi le dire. Et là, dans ce cas-là, on peut revenir en fait jusqu'à la deuxième année qui suit la déclaration de revenus. D'accord, donc jusqu'à 3 ans en arrière. Ouais. En tout cas, il faut prouver qu'on a été de bonne foi, prouver que ça n'a pas été volontaire. Et l'administration fiscale est plutôt conciliante. Oui. À partir du moment où c'est quelque chose que nous, on engage, on leur a dit qu'on pensait s'être trompé à ce moment-là, voilà ce qu'on aurait dû faire. Là-dessus, en tout cas, je trouve que l'État et l'administration fiscale est plutôt conciliante.
En fait, l'erreur est humaine et donc on fait tous des Bien erreurs. sûr. Et donc, il suffit simplement de se dire, OK, je vois ça. Bon, bah, deux possibilités. Soit je mets sous le tapis, puis j'attends Mais c'est peut-être pas forcément mais... négatif, hein. Nous, Oui, ça nous arrive tu as souvent raison. de tomber sur des personnes, en fait, qui avaient le droit, justement, à certaines réductions, à certaines déductions, et qui, par mauvaise déclaration, ont perdu, en fait, ce gain-là. Et ça, c'est aussi important de se dire que l'erreur, elle peut aussi, ou moi, de faire correctement ma déclaration de revenus, ou de revenir sur les précédentes, ça peut me faire gagner de l'argent. Ça, c'est important de le dire. C'est vrai. Bon, bah parfait. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette Non, je déclaration? rebondis, si, oui. Organisation, franchement, organisation. Je prépare tous mes éléments, tous mes documents au fur et à mesure. Et puis après, voilà, je fais ma déclaration et si j'ai un doute, je me fais accompagner. Voilà, c'est le plus simple. Si j'ai une déclaration très très simple, en soi, je peux la faire tout seul. Maintenant, si j'ai un doute, voilà, dans ce cas-là, contactez-nous. C'est là. Eh Non, mais ben, oui. Organisation, moi je pense aussi anticipation. Anticipation, c'est important d'anticiper. préparation. Préparation, mais anticipation, anticiper les changements futurs, anticiper les changements qui peuvent arriver et anticiper justement mes futures déclarations. Gérer en gros sa déclaration de revenus comme si on gérait une carrière ou un investissement immobilier. C'est beau. Très bien. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Merci Jules. Merci Aurélie. Merci Merci Aurélie. Jérémy pour tous vos conseils et vos recommandations. Avec plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions en plus, à nous solliciter via nos réseaux, Instagram, LinkedIn et autres. Parfait. Merci. À très bientôt.